Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuelle Rousse et j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je suis ravie en fait d'avoir été invitée par Nathaniel et par Julien pour pouvoir parler de notre association et de ce qu'on fait avec la Renaissance écologique. Donc moi je suis cofondatrice de cette association et je suis déléguée générale de cette même association pour raconter un petit peu mon histoire parce que j'ai connu quelques parcours dans ce que j'ai pu écouter ce matin. Moi j'ai une reconversion professionnelle que j'ai effectuée en 2018 parce que j'ai fait du marketing, j'ai fait de la gestion de la performance, j'ai vendu des objets de luxe. Et puis j'ai eu des enfants et sur mon deuxième congé maternité, j'ai complètement fait une crise d'éco-anxiété où je pleurais un peu tous les soirs, etc. De regarder ce monde en fait qui nous file sous les doigts et qu'on est en train de, comment je pourrais dire, de massacrer peut-être. Et donc voilà, je me suis dit, mince, il faut que pour résoudre ta crise, il va falloir que tu te mettes à agir. Et c'est vrai que dans ma famille, on était déjà engagés dans une démarche assez personnelle de zéro déchet, de faire attention, etc., de rejeter les équipements aussi, de s'émerveiller de la nature. Mais ça ne me suffisait plus, en fait. J'ai réussi à emmener ma famille dans cette démarche-là. On fait des couches lavables. Par exemple, mon conjoint a fait des couches lavables. C'était quand même une grande fierté. Mais à un moment donné, non, ça ne me suffisait plus. Il fallait que je puisse aussi changer les organisations de l'intérieur. Et donc, c'est ce qui m'a conduit jusqu'ici. Donc, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'était mon objectif. En 2018, je suis devenue animatrice de la fresque du climat, que j'imagine tout le monde a fait ici. Bien sûr. Du coup, voilà, la fresque du climat, c'était super, etc. Ça nous faisait comprendre un des grands enjeux de ce siècle, le changement climatique. On apprend les causes et les conséquences, mais c'est vrai qu'on restait un petit peu sur une fin. Voilà, j'avais envie d'emporter plus des gens avec moi, d'avoir un consensus, et puis surtout en fait d'écrire une histoire en fait dans les organisations où on pouvait jouer la fresque du climat et de se mettre en action. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien Mossier, donc c'est l'auteur de la fresque La Renaissance écologique, et je vais vous présenter cette fresque, vous allez voir à quoi elle ressemble, et puis surtout, en fait, vous allez pouvoir la voir, je crois qu'on va l'installer au premier étage. Et donc je rencontre Julien Mossier, et cette fresque, en fait, elle montre un paysage qui a réussi sa transition écologique et sociale. Et avec ça, en fait, on peut réunir des personnes pour leur donner envie de collaborer sur un territoire et de créer des nouvelles choses et de personnaliser un récit sur un territoire pour transformer ou pour aller vers une mutation, en tout cas, du paysage qu'on peut reconnaître. Voilà. Donc ça, c'est pour présenter un petit peu l'histoire, enfin mon histoire, pourquoi je suis ici aujourd'hui et ce que l'on fait avec la Renaissance écologique. Mais avant de vous montrer la fresque de la Renaissance écologique, je voudrais vous faire voyager à Sienne. Voilà, c'est tout blanc, Sienne. Ah oui, c'est vraiment tout blanc. Hop, on devrait y avoir des images. Merci. Donc, je vous fais voyager à Sienne, en Italie, en 1338. Et pourquoi parce que à cette époque, en fait, il régnait comme une espèce, en fait, de trouble, de doute dans cette île qui était quand même une des plus grandes puissances de l'Italie à cette époque.
et qui était gouverné par 9 citoyens qui étaient élus et qui gouvernaient la ville pendant une période de 2 mois. Et cette forme de gouvernement, c'était une espèce d'auto-gouvernement, donc c'est une gouvernance qui aujourd'hui serait assez moderne. Et cette idée, en fait, était menacée par une autre forme de gouvernement. Un gouvernement beaucoup plus autoritaire, où une seule personne va concentrer le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la seigneurie. Et donc, dans la ville de Sienne, les citoyens, ces 9 citoyens, qui étaient des bourgeois, des commerçants, se réunissaient exclusivement dans le Palazzo Pubblico que vous pouvez voir juste en haut à droite. Et ce Palazzo Pubblico, en fait, c'était la salle, c'était le palais commun de la ville de Sienne. Et dans le Palazzo Pubblico, dans la salle de la paix, ils ont commandé une fresque ok. Ils ont commandé une fresque, ce qui s'appelle l'allégorie des effets d'un bon gouvernement sur la ville et la campagne, qui a été peinte par Ambrogio Lorenzetti, qui était vraiment un maître dans l'art de la prospective. Et lorsque vous rentrez dans la salle de la paix de la ville de Sienne, dans le Palazzo Pubblico, vous faites face donc à ce triptyque qui est l'allégorie des effets d'un bon gouvernement. Face à vous, vous avez le bon gouvernement qui est représenté. Et sur la droite de ce bon gouvernement, vous avez des effets sur la ville et la campagne. Et sur la gauche, vous avez les effets d'un mauvais gouvernement sur la ville et la campagne. On va voir un petit peu les détails tout à l'heure. Et on voit que quand la justice, en fait, est soudoyée, le bien commun se transforme en tyran aveugle et on a un tout autre effet sur le territoire. Pourquoi est-ce que Ambrogio Lorenzetti, en fait, peint cette fresque pourquoi il peint ce triptyque parce que déjà, le gouvernement des Neufs a besoin d'une vision commune de ce qu'est leur territoire et d'un gouvernement qui prend des bonnes décisions pour ce territoire. Ambrogio Lorenzetti peint cette fresque aussi parce qu'il peint dans l'urgence. C'est vrai que je vous ai expliqué que du coup, ce gouvernement était menacé par les seigneuries, et puis en plus, les territoires aux alentours étaient menacés par la guerre due aux faillites bancaires. Donc Ambrogio Lorenzetti peint dans l'urgence avec le désir vraiment de pouvoir en fait donner du poids aux mots qu'on donne. C'est-à-dire que en fait, là ici, il n'y a pas de mystère. La guerre, elle est vraiment à gauche. À droite, on a un paysage paisible. On est en paix, on peut prospérer, on peut emmener nos enfants à l'école, on peut cultiver dans nos champs. Et donc c'est vrai que le pouvoir visuel de ces fresques rappelle en fait le sens des mots. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, qui sont les terroristes réellement? Voilà. Donc, en effet, là on est très d'accord que la guerre elle est à gauche, les éco-terroristes ne sont pas à droite, enfin les terroristes ne sont pas à droite, pardon. Plutôt peut-être à gauche. On montre le détail de l'allégorie d'un bon gouvernement. Donc, le bon gouvernement, en fait, la finalité, c'est de gouverner pour le bien commun, qui est représenté par le personnage qu'on voit au milieu. Sur la gauche, nous voyons la justice, qui est pacifiée par la sagesse, juste au-dessus d'elle. Les deux plateaux qu'elle tient en équilibre, il y a un fil qui passe par ces deux plateaux et qui passe entre les mains de la concorde. La concorde, elle est en fait la garante du lien social de la ville. Et ce lien passe dans la main des citoyens que vous voyez juste en bas. Ils sont au nombre de 24. Ils se tiennent la main, 2 par 2, comme les 12 mois de l'année. Il y a les 2 mois du mois le premier mois, les 2 premières personnes qui représentent le mois de janvier, qui regardent encore un petit peu en arrière, mais tous vont vers
Veradier, pardon. Et donc on voit aussi la paix qui est en train de se reposer sur les âmes. Et ça, c'est vrai que la paix, en fait, dans une cité, ben, c'est la vertu la plus désirable et la plus rare. C'est celle qu'on recherche. Et en fait, quand on se rappelle la perspective du triptyque, la paix regarde les allégories des effets d'un bon gouvernement, comme si elle veillait en fait sur ce paysage. Alors voici, je vous laisse juste regarder un peu quels sont les effets de ce bon gouvernement sur la ville. Donc on voit un mariage, on voit une scène de fête, on voit des personnes qui font leur compte, on voit des écoles, des commerces, des constructions. Et les effets sur la campagne. Et dans la campagne, on voit qu'on peut cultiver et jouir des terres. On peut donc arriver en ville avec des denrées à transformer à l'intérieur de la ville. On peut en repartir. Donc on a quand même un paysage, une cité, un territoire qui est affairé et qui est en paix. Les détails du mauvais gouvernement. C'est une fresque qui a quasiment jamais été rénovée. Et c'est vrai que finalement, en fait, les deux se font opposition. Et on voit bien en fait que au milieu de la ville, on a des scènes de crime, on a des bâtiments qui sont en ruine. Alors il faut savoir qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment un affront de laisser en fait les bâtiments en ruine et de ne pas récupérer en fait toute la matière, de ne pas recycler en fait, de réutiliser la matière de ces bâtiments. Parce que ça demandait tellement d'énergie de sortir ces matériaux que c'était vraiment un affront de les laisser comme ça. On voit des scènes de cris, on voit des gardes en fait qui sortent de la ville pour fermer la ville plutôt que d'avoir une frontière perméable avec des gens qui entrent et qui sortent. Là, on ferme la ville pour la protéger, les gens sont en feu. Voilà. C'est carrément BFM TV, quoi. Et cette fresque a inspiré donc son auteur, Julien Dossier, qui était enseignant à HEC et qui enseignait la vie durable. Et il a eu besoin d'un visuel pour pouvoir parler à ses élèves de vie durable. Et c'est vrai que souvent, quand on se représente la vie durable et qu'on cherche sur Internet, on voit des bâtiments, des arbres, une éolienne. Donc ça, c'est une ville durable. Et donc, bon, il n'était pas très satisfait parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu de vivant. Et il est tombé sur l'allégorie. Et il s'est dit, mais tiens, je trouve que ce dessin est intéressant, je vais l'étudier. Et comme c'est un expert en neutralité carbone également, il a souhaité en faire une traduction contemporaine. Donc il a demandé à un artiste nantais de pouvoir retranscrire cette fresque en noir et blanc et de façon plus moderne. Et on reconnaît un petit peu les reliefs. Et sur cette fresque de la Renaissance écologique, on peut donner à voir toutes les initiatives vertueuses qui existent sur les territoires et montrer que les solutions sont simples, elles sont là, elles existent. Il ne tient qu'à nous de les mettre en œuvre. Et justement, donc, avant de mettre en œuvre, on va faire émerger et comment est-ce qu'on utilise la fresque pour le faire. Déjà, la fresque, elle nous donne une vue d'ensemble. En effet, on a cette approche globale, on voit que les solutions existent, qu'elles sont simples à mettre en œuvre et qu'elles sont à portée de main. Et quand on voit cette vue d'ensemble, on se dit, mais finalement, en fait, ça ne change pas énormément de ce qu'on peut vivre tous les jours. On n'a pas l'impression d'être chez les Amish ou d'allumer sa famille. Et surtout, en fait, comme dirait Randopkins, la fresque de la Renaissance écologique, elle va nous permettre de faire l'expérience de ce monde durable. Parce qu'on est tous capables de se dire qu'un monde durable existe, mais en faire l'expérience, c'est tout autre chose. Et la fresque nous permet de faire ça.
fresque, elle permet aussi de penser en système. Sur cette fresque, il y a 24 chantiers qui sont symbolisés qui sont symbolisés. Et ces 24 chantiers, en fait, sont tous reliés les uns aux autres. C'est-à-dire que cette cité, cette société, ne peut exister que parce qu'elle est basée sur un système robuste de 24 chantiers qui sont tous liés les uns aux autres. Et ce système de 24 chantiers, il nous aide à avoir cette pensée systémique qu'il est important d'avoir aujourd'hui pour casser les silos, pour chercher en fait l'impact de ces actions sur, par exemple, sur la biodiversité, sur l'air, sur la mobilité. Alors on voit que les 24 chantiers sont très variés et nous permettent en fait d'entrevoir en fait un peu presque les trois piliers du développement durable. Parce que je rejoins ce que disait Gilot tout à l'heure, hein, tu parlais pas de décroissance, mais tu parlais d'épanouissement. Le développement durable, ça peut aussi être ça, en fait, on n'est pas forcément que dans une vision croissance. Il faut se dire que aussi, on va créer tout un tas de choses. La fresque, elle nous permet aussi de planifier, puisque toutes les actions qu'on a en bas de la fresque, ce sont des actions qu'on peut mettre en place de 0 à 1 an, puis de 1 an à 5 ans, puis de 5 ans à 10 ans. Et comme ça, on va pouvoir écrire une feuille de route et amorcer, déployer et consolider. Elle nous permet aussi de territorialiser et de pouvoir cartographier un territoire. Ce qui est intéressant à faire sur la fresque, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, le gros numéro 1, c'est ma ville, ou alors c'est mon organisation, ça peut être une entreprise aussi qui va chercher à repérer ses parties prenantes à l'intérieur de son territoire et se dire, bah, tiens, mes fournisseurs qui sont en 7, comment est-ce que je fais pour les mettre en 2, par exemple. Donc on va dresser un bilan des actions existantes, des acteurs engagés sur un territoire, des parties prenantes. Donc dresser un bilan et le cartographier sur la fresque. Ou alors, à l'image d'une école ou d'un centre aéré, ça peut très bien être, tiens, ce week-end, pars faire un reportage photo avec tes parents et prends-moi une photo du marché, prends-moi une photo de la station de covoiturage. Est-ce que tu as déjà vu un récupérateur d'eau, un compost, etc. Et ensuite, on revient avec les petites images et on les colle sur la fresque. Et en fait, on se rend compte comme ça qu'il y a parfois des enfants, finalement, enfin, il y a des endroits dans la ville qui n'ont jamais été visités parce que, du coup, on n'a pas cette habitude-là. Et le fait d'aller le visiter, ben, ça peut, pourquoi pas, faire changer les comportements de consommation. À l'inverse d'avoir l'approche très globale de la fresque, et ben aussi, on peut s'intéresser juste à un petit zoom de la fresque et se dire comment est-ce que je vais créer du potentiel, comment est-ce que je vais chercher à créer des nouveaux indicateurs qui me permettraient en fait de me développer, de m'épanouir. Je vais te citer beaucoup, hein, Gilot, du coup j'aime bien. Comment est-ce que je peux stocker du carbone, comment est-ce que je peux créer en fait de la biodiversité, comment est-ce que je peux valoriser des coproduits. Là, on a un petit zoom sur la ferme en agroécologie, mais on pourrait l'utiliser sur n'importe quel autre zoom de la fresque et aller chercher à créer du potentiel. Et puis, on peut se questionner sur la fresque et avoir des débats, échanger, se mettre d'accord, créer une vision commune, faire valoir un petit peu nos retours d'expérience, en tout cas avoir des échanges et des débats intéressants sur certains sujets. Bon, là, on a mis des questions qui fâchent un petit peu, mais ça peut être complètement autre chose. Cette méthode a du coup démontré plusieurs impacts. C'est vrai que la fresque, elle s'adresse à tout le monde. On peut fédérer en fait sur un territoire plusieurs types de parties prenantes, ou alors on peut très bien s'adresser soit à des élus, des collectivités, des associations aussi qui ont envie de s'emparer de ce dessin pour se dire, bah tiens, moi sur mon territoire, je voudrais créer ceci, je voudrais rassembler des citoyens. On peut
aussi s'adresser à des écoles, parce que grâce à la fresque, on peut faire en fait de belles choses dans l'éducation au développement durable et créer des projets d'établissement scolaire. On peut s'adapter à une très grande variété de contextes géographiques. La fresque, c'est donc un dessin en noir et blanc. Pourquoi est-ce qu'il est en noir et blanc? C'est parce qu'on a envie d'inviter en fait tout le monde à pouvoir colorier la fresque et surtout en fait s'approprier ce dessin et de pouvoir le transposer sur son territoire, le personnaliser. Et ce dessin en noir et blanc, c'est aussi une allégorie. Et donc il faut savoir prendre du recul et se dire, bah, tiens, en fait, là, ici, le fleuve que je vois, bah, si je suis à Paris, bah, c'est la Seine, et le fleuve que je vois, si je suis à Orléans, bah, ça pourrait être la Loire. Et donc, du coup, en fait, c'est intéressant de pouvoir faire cet exercice-là aussi, de pouvoir se l'approprier selon le territoire. Ça pourrait être un arrondissement de Paris, ça peut être un département. Le pays du Luxembourg a utilisé la fresque de la renaissance écologique pour transposer, en fait, son plan de transition. Bon, c'est un petit pays, je suis d'accord. On peut capter l'attention des plus jeunes. L'avantage avec la fresque, c'est que c'est un dessin, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour comprendre ce qu'il y a marqué dessus. Et c'est vrai que dès la maternelle, on peut commencer à faire des applications autour de la fresque, pour faire de la micromotricité, pour apprendre à écrire des mots, pour apprendre à compter. Et puis, du coup, d'avoir cette vision aussi, de se poser la question, en fait, qu'est-ce qui change par rapport à ce que tu vois d'habitude? Ça, c'est des choses qu'on peut commencer à faire dès la maternelle. Et voilà, on a des applications différentes selon les âges. Jusqu'au supérieur, on peut apprendre à des managers à devenir un manager à impact grâce à la fresque. Et voilà, et donc on peut aussi réunir des partenaires internationaux qui s'approprient ce dessin au-delà de la barrière de la langue, ça on l'a vu, mais même au-delà en fait, de cette notion d'un paysage très occidental. La fresque, on l'a déjà, enfin il y a des personnes qui l'utilisent par exemple en Martinique et qui n'ont pas de difficulté à se dire la forêt qui est près de l'océan, c'est la mangrove. Et donc du coup, voilà, il y a une personnalisation aussi qu'on peut réussir à faire dans ce sens-là. Maintenant, pour mettre en œuvre, notre association donc, est une association d'intérêt général qui a été créée en 2019 et notre raison d'être, c'est de faire émerger et mettre en œuvre de nouveaux récits écologiques. Donc, on organise des ateliers et des formations. On est en train aussi de développer un centre de ressources qui est gratuit sur notre site internet pour notamment l'éducation nationale. Et tout ça grâce à des partenariats robustes aussi qui nous permettent en fait de compléter nos compétences. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives en fait qui existent et qui fonctionnent déjà très bien. Et en fait, le but de ces partenariats, c'est vraiment de réaliser un vrai partenariat et de se dire voilà comment est-ce que mon association peut apporter des compétences à ton organisation et qu'est-ce qu'on peut créer pour le bien commun. Pour mettre en commun en fait une ressource qui puisse servir à tout le monde. Et on cherche aussi à développer et à chercher du retour d'expérience, à documenter voilà, les territoires de renaissance qui sont en fait des territoires qui vont utiliser la fresque pour transformer leur territoire. Et donc je vais vous prendre un petit exemple justement d'un territoire. Je passe vite là ici, là ici aussi. Donc, je termine sur l'exemple d'un territoire qui s'appelle La Once, qui est une ville de 2500 habitants dans les Pyrénées-Orientales et qui utilise la fresque pour leur conseil consultatif local. Donc c'est une collectivité qui a souhaité en fait créer un mouvement citoyen. Et ce mouvement citoyen, en fait, s'est créé autour d'une de nos adhérentes, qui a présenté la fresque de la Renaissance écologique à ce conseil et à leur collectivité.
collectivités. Et ensemble, en fait, ils ont décidé voilà, d'imaginer le futur de la Once et puis de pouvoir impliquer en fait les citoyens à l'intérieur de cette transformation. Et sur une période d'1 an, en fait, il y a tout un tas d'ateliers qui sont organisés autour de la fresque. J'ai oublié de dire aussi que du coup, pour financer tout ça, le conseil consultatif, enfin ces citoyens, avaient décidé en fait de faire appel au budget participatif d'une ville pour avoir une somme qui leur permette de faire intervenir aussi des associations locales. Parce que, comme je vous l'ai dit, la fresque, l'idée de la fresque, c'est aussi de fédérer les acteurs sur le territoire. Et donc, voilà, tout un tas d'ateliers qui sont animés, en fait, sur des publics qui sont différents, pour pouvoir, justement, récolter, en fait, un maximum d'informations sur les désirs des citoyens. Et quand on fait ce genre de choses, en fait, on fait accepter beaucoup plus facilement en fait certaines transformations puisqu'elles viennent en fait directement de l'intérieur. Il y a un bilan de mi-mandat qui est fait aussi avec les élus parce que on peut travailler avec les associations, travailler avec les écoles, travailler avec les citoyens, mais si on n'emporte pas les élus et qu'on ne leur dit pas ce qu'on a à dire, ça ne va pas marcher. Et donc il faut les convaincre aussi, et il faut les amener avec nous dans ces ateliers. Donc il y a des bilans de mi-mandat qui sont faits. Et ensuite, on voit que sur cette fin d'année, sur la fin de l'année, c'est le bilan 2023 et les projections qui seront faites avec les élus et ils vont décider de priorités d'action de 2024 à 2026. Et là, on est en train de préparer le forum citoyen tout public et donc on est en train de créer un espèce de festival de la renaissance écologique où on pourrait en fait avoir 24 ateliers, 24 petits stands en fait, qui nous permettraient en fait de faire des petites des sensibilisations, des actions, des petits ateliers autour des 24 chantiers de la renaissance écologique. Et voilà, et donc là aujourd'hui en fait ce qui en ressort beaucoup de ces ateliers, c'est que les habitants ont envie de protéger leurs zones humides qui comment dire, ont pouvoir au foncier. Donc les habitants ont envie de protéger leurs zones humides, ils ont aussi envie de désartificialiser les sols, ils ont envie d'être presque autonomes au niveau de l'énergie, donc d'installer beaucoup de renouvelables et de faire plus d'endroits piétons dans leur vie. Voilà ce qui ressort de cette consultation et il y a déjà des actions qui sont en train d'être mises en place. Et voilà, je vais terminer. Et voilà. Ma question, c'est donc, et vous, Chiche, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette fresque de la renaissance écologique ?